Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de Global Watch. Merci d'être en ligne. On vous voit arriver en ligne, donc merci d'être là aujourd'hui. On va attendre une autre petite minute pour que toutes les personnes que nous attendons puissent se connecter. D'entrée de jeu, je vais déjà vous expliquer quelques petites fonctionnalités techniques pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, le son est coupé et le sera pour l'intégralité du webinaire d'aujourd'hui. Donc, il vous sera impossible de poser vos questions de vive voix. Les questions doivent être posées en utilisant le bouton Q et R au bas de votre écran. Les questions techniques, si jamais vous avez des soucis techniques ou technologiques, vous pouvez écrire vos questions et elles seront répondues en tout temps. Les questions sur le contenu de la présentation de Mme Rose-Marie Charret peuvent être soumises en tout temps, mais seront répondues à la toute fin lors de la période de questions qui sera d'une durée de 10 à 15 minutes. Donc alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de Global Watch. Nous recevons encore plusieurs personnes qui sont en train de se connecter. Alors, je vais rappeler pour une deuxième et dernière fois les fonctionnalités techniques pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, le son est coupé du côté des participants. Alors, il vous sera impossible de poser vos questions de vive voix. Les questions doivent être posées en utilisant le bouton Q et R au bas de votre écran. Les questions techniques seront répondues en tout temps via la fonctionnalité Q et R. Et les questions de contenu sur la présentation de Mme Charret peuvent être soumises en tout temps, mais seront répondues à la toute fin du webinaire lors de la période de questions de 10 à 15 minutes. Alors, pour le déroulement du webinaire aujourd'hui, alors je me présente, mon nom est Catherine Lepage, je suis chef de projet contenu pour Global Watch. Je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que Global Watch est juste après cette diapo. Pour le webinaire d'aujourd'hui, eh bien, c'est notre troisième webinaire de 2019 avec Global Watch et le webinaire d'aujourd'hui porte sur l'adaptation au changement en contexte d'implantation de l'intelligence artificielle en milieu de travail. Il sera présenté par Mme Rose-Marie Charret, qui est psychologue et conférencière, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. La présentation sera d'une durée de 40 à 45 minutes, suivie d'une période de questions de 10 à 15 minutes et d'une conclusion. Alors, qu'est-ce que c'est Global Watch? Global Watch est une plateforme qui repère et fournit à ses employeurs adhérents des outils, bonnes pratiques et connaissances en santé et qualité de vie au travail. Ces outils, bonnes pratiques et connaissances proviennent d'experts, de chercheurs et de leaders dans leurs domaines respectifs à travers le monde. Global Watch permet le passage de la science à l'action en favorisant l'interaction des employeurs et l'intégration des pratiques via sa communauté de pratiques notamment. Alors, tel que mentionné, le webinaire d'aujourd'hui porte sur l'adaptation au changement en contexte d'implantation de l'intelligence artificielle en milieu de travail. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont tout d'abord d'apprendre qu'est-ce que l'impact du changement sur l'humain en général, de découvrir les principaux effets à prévoir sur les employés en contexte d'implantation de l'intelligence artificielle en milieu de travail et finalement de découvrir les éléments à considérer pour favoriser une adaptation optimale à ce changement majeur. Avant de laisser la parole à Mme Rose-Marie Charret qui va vous présenter, qui va débuter sa présentation, je vais d'abord l'introduire. Alors, Mme Rose-Marie Charret est psychologue et conférencière. Elle pratique la psychologie clinique depuis 1980, en plus d'avoir présidé l'Ordre des psychologues du Québec de 1998 à 2015, en plus d'avoir assumé le rôle de directrice générale. Reconnue au Québec comme la psychologue qui parle au monde, elle offre aujourd'hui des services de consultation, des conférences et des séances d'animation corporative. Dans ses interventions, elle prend appui sur ses connaissances en psychologie, et partage son expertise acquise tout au long d'une carrière qu'il a menée de la clinique à la gestion, à la gouvernance d'organisation et aux communications publiques et politiques. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Rose-Marie Charret. Merci d'être là. Je vais spécifier d'entrée de jeu que moi, je ne suis pas une spécialiste de l'intelligence artificielle, mais le changement, je connais ça. Et
Quand on a une nouvelle réalité, par exemple l'implantation de l'intelligence artificielle, c'est pas encore très documenté, les effets de ça sur le personnel et les moyens, les moyens gagnants pour y arriver. Maintenant, ce qu'on fait habituellement avec une nouvelle réalité, c'est on prend ce qu'on sait déjà, on prend notre grille d'analyse, nos grilles d'analyse, notamment ici sur le changement. Qu'est-ce qu'on connaît de l'impact du changement? Qu'est-ce qu'on connaît qui favorise le changement? Et on amorce une réflexion sur les particularités de la nouvelle réalité et qu'est-ce qu'on peut utiliser de ce qu'on connaît déjà pour mieux prévoir ce qui va arriver dans cette nouvelle réalité. Donc, c'est mon objectif. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de façon assez générale du changement avec des spécificités sur l'intelligence artificielle selon ce processus d'appliquer ce qu'on connaît déjà à cet exemple particulier, très particulier quand même, qui est l'intelligence artificielle. Maintenant, j'aime bien, en commençant, donner le sens qu'on donne spécifiquement ici au titre. Donc, l'adaptation au changement dans l'implantation de l'intelligence artificielle en milieu de travail, c'est quoi? Quand on parle d'adaptation, on parle sûrement du stress. Et on va voir au cours de ce webinaire que le stress, ça peut être positif autant que négatif. Mais l'adaptation est toujours une exigence. Il n'y a personne qui s'adapte sans avoir à déployer une énergie particulière. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va traiter d'adaptation ici. Le changement. La vie est un changement. Et donc, le changement n'est pas nécessairement traité ici comme quelque chose de négatif. On veut aussi du changement dans la vie. Donc, on va prendre le changement au sens très large et dans son sens spécifique aussi. L'implantation. L'implantation, c'est quand on passe de l'abstrait au concret. Alors, c'est tout un autre mode de fonctionnement pour un être humain que de réfléchir sur l'abstrait versus transposer cet abstrait-là en concret, ce qui est la fonction même de l'implantation. Et donc, on ne peut pas, et on va le voir tout au long du séminaire, à quel point c'est important la communication en toutes les instances, parce qu'on ne peut pas avoir ceux qui réfléchissent de façon abstraite, puis ceux qui mettent en application de façon concrète, puis qu'il n'y ait pas de communication entre ce monde-là. L'intelligence artificielle, c'est sûr que c'est nouveau, mais c'est sûr aussi que c'est tout un système qui inclut la technologie, mais qui inclut aussi l'humain. L'humain qui y pense, qui la crée, l'intelligence artificielle, l'humain qui l'utilise et l'humain qui est influencé par elle. Et le milieu de travail. Pourquoi en milieu de travail différemment? Parce que l'intelligence artificielle, on l'a dans nos maisons aussi d'une certaine façon et elle va s'implanter. C'est que le milieu de travail, c'est un lieu de performance. À la maison, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez le passer à votre conjoint, dire règle ça. Vous pouvez le fermer, dire j'ai pas vraiment besoin de ça. Donc, au travail, vous êtes dans un lieu de performance. Donc, psychologiquement, ça a un impact différent. C'est des exigences différentes sur vous. Et vous êtes dans un lieu de valorisation aussi, parce qu'on ne travaille pas que pour notre salaire, on travaille aussi pour aller chercher de la valorisation. Et si un changement ne nous le permet pas, ça a bien sûr un impact. Excusez, là, j'ai juste une petite difficulté de changement de diapo. C'est technique, mais quelqu'un va y voir ici, puis, oups, ah, voilà. Non, j'ai reculé toutefois. Et voilà. Première section, donc pour rejoindre notre premier objectif, c'est quoi l'impact du changement sur l'humain en général? Parce que
Il y a des choses qui sont spécifiques, mais il y a des choses qui sont aussi très générales sur notre façon comme être humain de fonctionner lorsque on a un changement et à partir de quel type de changement. Ce qui nous caractérise des êtres humains par rapport à la machine, par rapport aux animaux, c'est que quand il y a un changement, il y a une réalité et il y a l'imaginaire. Parce qu'il y a des réalités qu'on connaît et la nature a horreur du vide, mais l'esprit humain aussi a horreur du vide. Fait que ce qu'il ne connaît pas, il le comble par l'imaginaire. Donc, vous avez la réalité du changement concret. Vous allez implanter tel type de système, tout ça. Et ça peut être documenté, ça peut être objectif. Vous en faites une analyse intellectuelle. Ça, c'est une chose. Mais il faut tenir compte du fait que les personnes qui vont le vivre vont aussi le vivre avec leur imaginaire. Donc, il va y avoir une partie plus abstraite pour ce qui est du sens de tout ça dans leur vie, pour ce qui est du sens de tout ça dans leur travail. Donc, c'est très subjectif. Tout ce qui est subjectif, bien sûr, peut varier d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre. Donc, il faut tenir compte des différences individuelles. Et, comme je le disais, la nature a horreur du vide, donc il y a une création pour combler les vides et celle-ci est émotive. Donc, quelqu'un qui est anxieux, ce qui caractérise les personnes anxieuses, c'est leur difficulté de vivre le doute, de vivre avec l'inconnu, avec l'imprévisible. Donc, quand on s'apprête à implanter un changement significatif comme des outils d'intelligence artificielle, il faut tenir compte du fait qu'à l'intérieur du groupe de personnes qui vont l'utiliser, il y a des gens plus anxieux que d'autres. Il y a des gens qui vont avoir des craintes que leur imaginaire va avoir élaborées. Et la seule façon de combler ça, c'est de donner davantage de place à la réalité. Si j'ai plus d'informations, mon imaginaire prend moins de place. Le changement, c'est aussi l'adaptation. Jean Piaget, qui était notre grand psychologue de l'intelligence, disait que l'intelligence est adaptation. C'est la raison pour laquelle on utilise notre intelligence, c'est quand on doit s'adapter. Sinon, on y va avec nos réflexes. On n'a pas besoin de notre intelligence. Vous n'avez pas besoin de votre intelligence pour respirer en ce moment. Mais tout à l'heure, quelqu'un a eu besoin de son intelligence pour m'aider à changer des diapos qui ne changeaient pas. Donc, l'adaptation, c'est le sens de l'intelligence et de tous les efforts à tous les niveaux. Maintenant, il y a deux composantes à l'adaptation. La première, c'est l'assimilation. Assimiler, c'est connaître. Il arrive une réalité, j'en prends connaissance avec mes sens, avec ma pensée, avec ma capacité d'analyse. Donc, je connais et je comprends. Donc, j'utilise ce que je sais déjà pour mes façons de faire qui sont déjà les miennes pour assimiler du contenu. Mais la deuxième composante va plus loin. Je m'accommode. Parce que j'ai assimilé du nouveau contenu, je commence à voir autrement. Et ça, particulièrement dans ce qui est de l'intelligence artificielle, on voit un nouveau mode de fonctionnement, de nouveaux moyens. On se voit faire autrement. Donc, c'est pas juste voir autrement, c'est faire autrement et c'est être transformé. On a beaucoup de difficultés. Une fois qu'on s'est adapté, on a parfois de la difficulté à retourner en arrière. Je suis à peu près certaine que si on vous redonnait votre ordinateur d'il y a 5 ans, avec les logiciels d'il y a 5 ans, même si vous étiez très habitué puis vous avez pu même être frustré quand on vous les a changés parce que ça allait si bien, mais là, maintenant, ça irait plus si bien. Parce que apprendre, s'adapter, c'est aussi se transformer, s'accommoder. Maintenant, quels sont les principaux effets à prévoir sur les employés en contexte d'implantation d'intelligence artificielle en milieu de travail? Regardons d'abord ce qu'est la définition de l'intelligence artificielle, celle qui est la plus reconnue, la plus diffusée. Ben,
c'est la théorie et le développement de systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches nécessitant normalement une intelligence humaine. Ce que ça signifie, ça, c'est que avec toute l'informatique, on pouvait faire la partie assimilation dont je viens de vous parler. Ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on entre dans la partie accommodation, c'est-à-dire que les systèmes sont capables eux-mêmes de s'adapter, de développer des fonctions. Alors, il y a quelque chose qui peut être troublant pour l'être humain, qui était le seul à faire ça avant. Donc, il ne faut quand même pas banaliser l'impact psychologique de sentir que nous qui étions au haut de la pyramide, peut-être, on sait bien qu'on n'est pas rendu là complètement, qu'on n'est pas remplacé complètement, que l'intelligence humaine n'est pas complètement remplacée, mais il pourrait y avoir des réactions émotives qui découlent de ça, de cette crainte-là, du moins chez certaines personnes. Bien sûr, chez certaines personnes, il va toujours y avoir des émotions qui vont être engendrées par ça. Chez certaines personnes, les émotions sont plutôt négatives, d'autres positives, mais tout le monde risque d'avoir l'une et l'autre. Quel type d'émotion? Bien, la peur d'être dépassé. Dépassé d'abord dans le sens de ne pas être capable. On peut être dépassé parce qu'on sent que la machine devient plus forte que nous, mais on peut se sentir dépassé aussi parce qu'on sent qu'on n'arrive pas, nos habiletés ne suivent pas ce qui est requis de nous avec le nouveau système. Cette peur-là est très grande dans le milieu de travail parce que on est là, on le disait tout à l'heure, aussi pour de la valorisation. Et si on est dépassé, on risque de se sentir dévalorisé. Quelqu'un qui vit un grand niveau de frustration peut ressentir de la colère, qui, évidemment, en milieu de travail, en général, ce n'est pas des explosions de colère qu'on voit, mais ce qu'on va voir, c'est une hausse de l'irritabilité. Les personnes sont moins patientes. Il y a un petit peu plus de conflits interpersonnels. Il y a un petit peu plus de sentiments que l'employeur ne nous comprend pas. Ce genre de situation-là, c'est un des impacts de l'implantation d'un nouveau système si on n'a pas toutes les conditions requises. Évidemment, on peut aussi, quand on sent que c'est trop pour nous, on se désengage. C'est un processus très naturel. On essaie, on essaie, on essaie. Quand on sent qu'on est dépassé, on dit: «Ah, je débarque». On se désengage. Et au niveau du travail, en général, le désengagement, il ne se passe pas dans une décision. Un mardi matin, quelqu'un décide qu'il se désengage. Ça peut être un processus très graduel. Alors, c'est extrêmement important d'être attentif au processus de désengagement, aux gens qui parfois s'en faisaient trop, puis là, maintenant, ne s'en font plus du tout ou s'en font pas suffisamment. Et bien sûr, le stress qui va avec toute exigence d'adaptation et qui peut être négatif. Mais il y a aussi des émotions positives. L'enthousiasme, la joie, le fait de dire: «Waouh, c'était le fun, on va faire quelque chose de nouveau». Et un chercheur nous rappelait récemment qu'il fallait quand même porter attention au fait que ceux qui vont vendre la nouvelle technologie, eux, sont très enthousiastes. Et parfois, autour de la table, il n'y a pas suffisamment de personnes qui représentent les ressources humaines et qui seraient capables de dire: «Oui, mais attention, il n'y aura pas que les émotions positives, il va aussi y avoir des émotions négatives». On connaît notre monde, on sait que ce ne sont pas nécessairement des gens d'informatique, ça peut aussi être des personnes qui ont plus de difficultés ou qui ont moins une vision enthousiasme de l'intégration de l'intelligence artificielle. Parmi les émotions positives, il y a bien sûr la satisfaction personnelle. Vous prenez juste un exemple très concret, vous ne saviez pas comment faire quelque chose avec votre iPhone, quelqu'un vous l'explique, vous êtes capable, vous êtes content. Puis en plus, ça va vous être utile. Donc ça, c'est vraiment une émotion positive. La hausse de l'estime de soi, parce que le but ultime là, de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir faire plus. Et quand on est capable de faire plus, on s'estime davantage. Pas nécessairement faire plus en quantité, mais faire plus dans le sens d'aller plus loin, de réaliser davantage.
Donc, irait avec ça un stress, bien sûr, mais un stress positif. Dans tous les cas, il y a de l'anticipation. Parce qu'il n'y a personne qui va arriver et qui va pouvoir dire, bon, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on va implanter et ça va fonctionner de telle manière et vous n'avez qu'à répéter ce que vous connaissez déjà. Donc, il y a toujours de l'anticipation sur comment ça va fonctionner, que ce soit positif ou négatif. Et c'est toujours en lien avec la performance. N'oublions pas qu'en milieu de travail, hein, je suis sûre que vous parlant à vous, vous le savez déjà, mais je me permets de le répéter, la performance, c'est pas juste l'employeur qui veut que les employés performent. Et bien sûr, une exigence exagérée de performance va entraîner du stress négatif. Mais chaque personne a envie de performer. On a même envie de performer dans notre vie personnelle. Même en fin de semaine, on a envie de réaliser des tâches qu'on s'était dit qu'on ferait. Donc, le besoin de performance, le besoin d'être efficace, il n'est pas juste dans l'organisation, il est aussi dans la personne. Donc, le stress est inévitable. On va devoir s'adapter. Le stress est inévitable dans toute situation de changement. Maintenant, il y a du stress positif et du stress négatif. Qu'est-ce que le stress positif? Le stress positif, c'est être capable d'y arriver. Le stress, c'est quoi? C'est une exigence qui suscite chez vous un effort, une tension qui mène à un résultat. Et lorsque ce résultat est significatif pour vous et positif, vous éprouvez une satisfaction, puis avec la satisfaction vient la détente. Donc, l'être humain n'évitera pas le stress. Mais la personne qui reste en santé, c'est la personne qui va avoir plus d'occasions de stress positif que de stress négatif. C'est-à-dire la personne qui va y arriver suffisamment, qui va avoir suffisamment de satisfaction pour arriver à se détendre. Parce que on sait même d'ailleurs au niveau du rêve, une partie de nos rêves la nuit, c'est de tenter de résoudre des problèmes qu'on n'est pas arrivé à résoudre dans la journée. Évidemment, avec les mécanismes du rêve qui vous donneront pas la vraie solution. Là, on s'entend là-dessus. Mais ça signifie à quel point on reste sur une tension pour ce qu'on n'est pas arrivé à conclure. Donc, ça, on a des leçons à prendre de ça. Hein? Ça veut dire que si je veux éprouver une satisfaction parce que j'ai atteint mon objectif, il faut toujours que je fasse attention à mon objectif. Et il faut toujours que je fasse attention à la prise de conscience que waouh, j'y suis arrivé, ça mérite de prendre le temps de le réaliser parce que c'est ça qui va contribuer à me détendre. Le stress négatif, au contraire, c'est ne pas y arriver. Vous avez l'exigence, la même tension, le même effort, vous arrivez à des résultats, ces résultats-là sont soit négatifs ou il n'y a pas de résultat, vous vivez une frustration, vous restez au même niveau de tension. Ce que ça signifie, c'est que la prochaine exigence, elle va s'ajouter à ce niveau de base-là. Donc, la prochaine exigence va partir d'un niveau de tension plus élevé, donc va engendrer plus de stress, plus d'anxiété parfois, mais plus de tension. Donc, est-ce qu'on peut éviter complètement le stress négatif? Non. On va toujours arriver parfois face à une difficulté qu'on ne peut pas surmonter. On va toujours parfois arriver à ne pas avoir le temps parce qu'on a été dérangé ou parce qu'on n'avait pas pu prendre la mesure du temps qu'exigeait telle tâche ou telle fonction. Donc, on ne pourra jamais éviter tout stress négatif, mais on doit faire attention dans notre planification pour se donner le plus de chances possible et en donner aux autres. Si on est un gestionnaire, en donner à notre personnel aussi le plus de chances possible de vivre du stress positif. Donc,
toute l'idéologie selon laquelle il s'agit de baisser la quantité de travail pour que les gens soient bien ou que quand les gens sont malades, c'est toujours parce qu'il y avait une trop grande quantité, elle est à revoir. La quantité de travail joue un rôle pour amener le stress négatif lorsque la quantité est telle que les objectifs ne sont jamais atteints. Ça entraîne du stress négatif. Mais on peut avoir une bonne quantité et avoir tellement de moyens qu'on donne aux gens, de leur faciliter tellement la tâche que finalement, ils vont y arriver ou leur dire, annoncer quels sont nos objectifs, avoir des objectifs réalistes, qui vont avoir quand même un sentiment de satisfaction, bien qu'ils aient travaillé fort. Et parfois même parce qu'ils ont travaillé fort, comme on peut le sentir parfois à la fin d'un gros projet où on a vraiment cru à certains moments qu'on n'y arriverait pas. Et là, on y est arrivé. On éprouve une grande satisfaction, une grande détente. Et ça, pour éliminer la fatigue, c'est excellent. C'est l'équivalent d'un massage pour le corps humain. L'esprit humain est satisfait de ses accomplissements. Comment y arriver? Bien voilà, on va regarder quels sont les éléments à considérer pour une adaptation optimale. Comment on va y arriver à ce que l'adaptation pour de l'intelligence artificielle, des mécanismes d'intelligence artificielle et de d'autres changements, parce que je suis sûre que dans vos organisations, ce n'est pas le seul changement, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser une adaptation optimale? Bien, pour qu'il y ait changement positif, il y a des conditions. Il y en a qui concernent les objectifs, il y en a qui concernent la communication, la motivation, ou les compétences, les outils à notre disposition et avons-nous un plan B? Les objectifs. Les objectifs doivent être définis en termes globaux et spécifiques. C'est-à-dire, si vous, par exemple, si l'organisation achète tout un projet informatique nouveau, il va y avoir des objectifs globaux. Il ne suffira pas de rester à ce niveau-là. Il va falloir les spécifier pour chaque section, chaque service, chaque département, mais même à la limite pour chaque individu concerné. Et ces objectifs-là doivent être communiqués clairement à tous. Et communiquer clairement à tous, ça veut dire les avoir définis suffisamment, les avoir définis dans des termes qui parlent aux gens, qui ont un sens pour eux, de façon à ce que ce ne soit pas juste un transfert d'informations, parce que la communication, ça ne se limite pas à transférer de l'information, ça signifie être compris. Donc, s'assurer d'être compris, que ce soit clair. Et amener des précisions pour chacun. Si un gestionnaire dit ben, on va implanter tel changement, une fois qu'il a expliqué à son équipe qu'est-ce que l'équipe va faire pour ce changement-là, c'est loin d'être une perte de temps. C'est même une condition de succès que de prendre le temps de voir avec chaque personne ou chaque groupe de personnes qui fait exactement la même chose, de préciser quel sera le changement pour eux et quels sont les objectifs qu'on a pour eux spécifiquement. Toujours, il y a un caractère d'imprévisibilité dans tout changement. Il faut le prévoir. Dans nos objectifs, il faut en tenir compte. Savoir qu'on a des objectifs, mais qui ne sont pas immuables, qui ne sont pas complètement immuables, qu'on a aussi comme objectif de composer avec ce qui est imprévisible et de revoir peut-être nos objectifs en fonction de ce qui peut arriver et qui ne pouvait pas être prévu. La communication. La communication doit être crédible. Très souvent, moi, j'entends des politiciens ou je vois des politiciens à la télé présenter une nouvelle affaire et je me dis, ils ne sont pas crédibles et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils mentent.
Ils ne sont pas crédibles parce qu'ils parlent un langage qui n'est pas accessible aux autres, parce qu'ils ne nous disent pas exactement quelles sont les motivations à la base du changement. Si vous voulez être crédible, c'est important que les gens sachent non seulement le contenu rationnel, mais quelles ont été les motivations qui ont amené ce changement. Bien sûr, il y a une hiérarchie dans toute organisation, mais en termes de communication, il faut que la communication passe d'un niveau à l'autre de la hiérarchie et ça de façon fluide. De façon fluide et de façon bilatérale. Fluide, c'est-à-dire, c'est sûr que la haute direction ne va pas tout dire son cheminement à tout le monde, mais dire aux gestionnaires ce qui les concerne eux suffisamment pour qu'eux puissent le transmettre à leur personnel dans tout ce qui les concerne eux. C'est ça la fluidité de la communication d'un niveau à l'autre de la hiérarchie. Maintenant, elle doit être bilatérale. Parce que communiquer, c'est pas envoyer un courriel. Quand j'envoie un courriel, j'envoie de l'information. Je communique pas. Une communication est nécessairement bilatérale, c'est-à-dire je parle et j'écoute. Et donc, je pourrais revenir à la haute direction en disant, j'en ai parlé à mes gens, ils m'ont fait voir un problème qu'on n'avait peut-être pas vu. Mais de toujours laisser ouverte cette communication pour pouvoir faire des allers-retours en fonction de ce qui est vécu sur le terrain, de pouvoir y revenir. Être proactif, le prévoir qu'il va y avoir des difficultés. On ne peut pas faire comme s'il n'y en aura pas. Donc, on est d'ailleurs très crédible quand on dit à nos gens, on pense avoir tout prévu, mais on sait qu'il arrive toujours des choses qu'on n'avait pas prévues. On est ouvert à les entendre. Ce qui ne fonctionne pas comme on pensait que ça fonctionnerait, on est ouvert à l'entendre. Et les voies de communication vont être là en continu. On sait qu'il y a deux types de motivation. La motivation extrinsèque, la motivation intrinsèque. Si on veut implanter un changement, il faut tenir compte des deux. Il n'y a personne qui va aller travailler juste pour le développement personnel. Mais il n'y a personne non plus qui va aller travailler juste pour son salaire. On a besoin des deux niveaux de motivation. Donc, bien sûr, dans la motivation extrinsèque, on retrouve le fait d'avoir du feedback, d'avoir des avantages matériels et la réussite du projet. On sait être membre de l'équipe qui a réussi tel projet. Ça maintient la motivation, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que le changement apporte des chances d'estime de soi, qu'on ait de la reconnaissance. La reconnaissance ici, bien sûr, on parle de la reconnaissance extérieure, celle que le gestionnaire va donner à son personnel. Mais on parle aussi de l'auto-reconnaissance. Et ça, c'est vraiment une chose, avec nos enfants, par exemple, dans l'éducation, on leur donne une tape dans le dos, on les félicite les premières fois qu'ils font des choses, mais la plus grande richesse, c'est de les amener à se féliciter eux-mêmes. Réalistement, évidemment. Bon, mais c'est la même chose pour notre personnel. Il faut régulièrement être capable de donner de la reconnaissance, mais les inciter à prendre du temps pour regarder les étapes qu'ils ont réussi à franchir et être capable de nous dire eux-mêmes ce dont ils sont fiers pour qu'ensuite ils puissent se le dire à eux-mêmes. L'efficacité, on a besoin de ça. Si on n'avait pas besoin d'efficacité, il n'y a personne qui serait irrité par le fait qu'il y a un ralentissement dans la circulation. On est des personnes qui aiment agir, et ça, même les petits bébés, très tôt, vont aimer agir sur leur environnement. Ça fait partie de notre nature et on aime agir efficacement. Comme individu, mais aussi collectivement. Être membre d'une équipe qui avance vers ses buts, c'est quelque chose qui est très motivant. Souvent, les gens vont dire, j'avais pas envie d'aller travailler ce matin, mais je me suis dit, waouh, mon équipe a besoin de moi. Ou si je suis pas là, les autres membres de l'équipe vont avoir de la difficulté et je fais un effort pour y aller. Ça veut dire que ça, c'est une motivation intrinsèque. Être capable de satisfaction personnelle aussi. Donc, ça veut dire atteindre, comme on parlait pour le stress positif, atteindre suffisamment ses objectifs pour pouvoir ressentir de la satisfaction. Et de la satisfaction personnelle, ça veut dire une satisfaction qui me rapproche de mes valeurs, de mes buts, de mes objectifs.
Je veux non seulement travailler, accomplir des choses, mais je veux accomplir quelque chose de nouveau. Je veux me développer en même temps que je participe au développement de l'organisation. C'est normal de vouloir éprouver cette satisfaction-là. Et bien sûr, un projet qui nous donne l'occasion de se développer, c'est un projet qui est plus générateur de satisfaction personnelle. Pour ça, il faut que ça fonctionne, le développement. Les compétences. Tout le monde veut être compétent. Vous savez, on a pendant longtemps parlé de la résistance au changement comme si c'était quelque chose d'instinctif, quelque chose d'universel. En tout temps, il y a eu de la résistance au changement. Mais vous savez que la principale résistance au changement, du moins en milieu de travail, c'est la peur de ne pas être compétent. Donc, si on veut faciliter l'implantation d'un projet, si on veut augmenter les chances que ça se passe de façon positive, il faut tenir compte des compétences individuelles, de celles qui sont là, sur lesquelles on compte, et de celles qu'on va développer par de la formation, par les outils qu'on va donner, mais on ne négligera pas. Et de dire à nos gens, un, on pense que vous êtes assez compétent, mais deux, on sait qu'il y aura des exigences plus grandes et nous, on va combler et on va vous donner les moyens de le devenir compétent pour individuellement, pour ce genre de situation-là. Mais il y a aussi la compétence d'équipe. Chaque individu n'a pas besoin de tout savoir, évidemment, mais comme équipe, et la question que le gestionnaire peut se poser avant de commencer à implanter quelque chose, c'est est-ce que mon équipe est prête à ça? Et quelles sont les compétences qui manquent dans mon équipe, ce qui pourrait signifier ajouter un membre de l'équipe, ce qui pourrait signifier que ce ne soit pas toute mon équipe qui travaille sur le projet parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes et donc je ne les mettrai pas dans une situation frustrante. Donc, avoir une vision d'équipe en termes de compétences. Une vision d'équipe, ça ne veut pas dire juste la somme des compétences des individus, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais réunir ces personnes-là pour un tel projet. Les compétences relationnelles. Quand on apporte un changement, on apporte évidemment des modifications de rôle. Et quand on apporte des modifications de rôle, ça change les relations entre les personnes. Il y a des personnes qui n'avaient jamais travaillé ensemble qui vont devoir travailler ensemble. Il y a des personnes qui travaillent en groupe qui vont travailler de façon plus individuelle. Il faut aussi avoir une vision relation. Qu'est-ce qui va être transformé dans les relations? Et qui a les compétences pour faire quoi? Et on sait très bien que trop souvent, les gens deviennent des gestionnaires parce qu'ils étaient les plus compétents dans leur domaine. Mais être le plus compétent dans son domaine ne fait pas d'une personne quelqu'un de compétent pour gérer la dynamique d'une équipe, pour penser en termes d'équipe, pour résoudre les problèmes interpersonnels qui se passent. Donc, les compétences relationnelles sont à vérifier avant de faire les transformations pour voir qui va être capable, qui est plus habile, mais aussi à supporter, parce que des compétences relationnelles, ça s'acquiert aussi et ça se maintient. Donc là aussi, on pourrait le supporter par de la formation. Et des compétences de leader, de gestionnaire. Et là, ici, c'est la compétence d'inspirer des gens, de donner aux gens l'envie de nous suivre. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on peut être très convaincu d'une chose et notre seule conviction ne suffira pas. D'abord, ce qui est très, très puissant comme compétence pour un leader ou un gestionnaire, c'est sa capacité d'être en accord entre ce qu'il fait et ce qu'il dit. Donc, il augmente sa crédibilité faisant ça et plus il est crédible, plus il sera inspirant pour ces gens. Et plus les gens auront envie d'aller lui confier des problèmes pour lesquels eux-mêmes n'ont pas trouvé de solution. Donc, des compétences de leader et de gestionnaire, ça s'acquiert, ça aussi. Des outils. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus frustrant qu'un outil qui ne fonctionne pas?
qu'un équipement qui ne fonctionne pas. Et donc, quand on prévoit les équipements, il faut prévoir deux choses. Il faut prévoir, évidemment, leur bon fonctionnement. Ils sont au service des gens. Mais il faut aussi prévoir le support technique, le support logistique, parce que l'équipement peut très bien fonctionner, mais si on ne sait pas. Et faire en sorte, parce que ça, c'est de plus en plus le cas, les gens se sentent facilement humiliés de ne pas avoir le contrôle sur la machine. Surtout si c'est simple, parce que c'est simple pour d'autres, mais ce ne l'est pas nécessairement pour soi. Donc, avoir un support logistique, un support technique, quelqu'un, le dire d'avance à nos gens. Là, il y a un nouvel équipement, c'est là pour vous aider. C'est normal que tout le monde ne comprenne pas spontanément comment ça fonctionne, mais si ça ne fonctionne pas, un tel, une telle sera la personne qui va pouvoir vous aider. Ou tel site d'information, mais vraiment avoir toujours de l'information qui soit accessible. Et la formation, une formation spécifique pour chacun des outils. Trop souvent, moi j'ai trop souvent entendu des gens qui disaient qu'ils étaient tellement occupés qu'ils n'avaient pas le temps de former leur monde. Bien, ça, c'est comme dire, j'ai tellement besoin d'arriver rapidement quelque part que je n'ai pas le temps d'arrêter pour prendre de l'essence. J'arriverai pas. Parce que quand on sait, la recherche nous a montré que 7 ans après notre formation initiale n'a plus de valeur si elle n'a pas été maintenue par de la formation continue. Pour toutes sortes de raisons. Premièrement, parce que l'environnement change, mais aussi parce que, rappelons-nous la notion de tout à l'heure, on n'a pas juste besoin de recevoir de la nouvelle information, on a besoin de se transformer, d'acquérir des nouvelles grilles d'analyse pour pouvoir être plus compétent, et ça, notamment par rapport aux outils qu'on utilise. Un plan B. Tout d'un coup, ça ne fonctionne pas exactement comme on pensait. Et ça va hausser énormément la crédibilité d'avoir un plan B. Ça ne signifie pas de dire essayons, puis si ça ne marche pas, on passe tout de suite au plan B. Non, il faut vraiment avoir tout essayé avant de passer au plan B. Mais si, comme gestionnaire, si, comme directeur, on a déjà pensé au fait que si jamais on arrive à une impasse après avoir tout essayé, il y a un plan B, bien, immédiatement, ça baisse le niveau d'anxiété parce qu'on sent moins qu'on pourra se trouver dans une situation sans issue. Et parfois, c'est un plan C puis un plan D qu'il faut, parce que parfois, même le plan B ne tient pas compte de tous les inconnus, de tous les imprévus. L'adaptation, elle doit être réciproque, c'est-à-dire on demande à la personne de s'adapter au niveau système. Mais il faut toujours que les gens de système, justement, soient ouverts à adapter le système aux nouvelles réalités que les personnes peuvent amener aussi. Alors, plus on présente la réciprocité de l'adaptation, plus on facilite le fait que les personnes aillent au maximum de ce qu'ils peuvent faire avec la situation actuelle, mais en sachant que s'ils ne peuvent pas y arriver, on pourra peut-être transformer certaines choses. Bien sûr, dans toute nouveauté, il faut garder son esprit créatif. Une des tendances très frustrantes, c'est de continuer à vouloir faire de la même manière ce qui ne fonctionne pas. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, il faut arrêter. Bien sûr, la réussite et le bien-être psychologique, ça va ensemble. On ne peut pas ne pas tenir compte du bien-être psychologique quand on veut réussir quelque chose. Mais on ne peut pas non plus ne pas tenir compte du besoin de réussir quand on pense au bien-être psychologique. L'un nourrit l'autre parce que le sentiment d'efficacité personnelle, c'est un antidépresseur en soi.
Essayez de faire quelque chose que vous remettez à plus tard ou qui vous pose un problème. Quand vous réussissez, déjà, vous vous sentez mieux. Ben, c'est vrai pour tout le monde, tout le temps. Se sentir efficace, ça nous nourrit. Ça nourrit notre estime de nous-mêmes et en plus, ça nous donne de l'énergie. On a fait des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de plus en corrélation avec le bonheur. Et une chose qu'on trouve, c'est que les gens qui ont des projets sont plus heureux que ceux qui n'en ont pas. Donc, ici, implanter une nouvelle chose, faisons-en un projet, donc une occasion de bonheur, et encore davantage un projet collectif, si on peut. La réussite, ça répond à des besoins. Ça répond aux besoins. Ça répond aux besoins de l'organisation, bien sûr, mais ça répond aussi aux besoins de l'individu, son besoin de réalisation, son besoin de compétences. Si on lui donne davantage de compétences, si dans le cas de l'intelligence artificielle, ça lui donne même de la compétence augmentée parce que les moyens qui sont à sa disposition lui permettent de réaliser des choses plus grandes que ce qu'il aurait fait autrement, de se développer et bien sûr d'avoir un certain contrôle sur sa réalité. Comment y arriver? Une responsabilité partagée. Il n'y a pas une seule personne qui peut arriver à faire tout ça. Tout le monde doit s'impliquer. La haute direction, qui doit avoir une vision, avoir une vision de l'externe, mais une vision de l'interne aussi. Les gestionnaires dont le rôle est de transmettre ce que la direction veut à leur personnel, mais aussi transmettre ce qui se passe dans leur équipe à la direction. Les collègues, parce que comme collègues, on a beaucoup de pouvoir sur la qualité de vie de nos collègues au travail, sur la réussite d'un projet collectif, et les employés. Les personnes, toute personne a une responsabilité par rapport à son propre bien-être dans la réussite d'un projet. Toutes ces notions-là, on les développera davantage par rapport à l'intelligence artificielle lors du colloque du 1er octobre. Merci. Je passe la parole à Catherine. Alors, merci beaucoup, Madame Charret, pour cette belle présentation. Alors maintenant, nous en sommes à la période de questions d'une durée d'à peu près 10 minutes. Alors, je vous inviterai, si vous avez des questions, à les faire parvenir à Madame Charret en utilisant la fonctionnalité Q&R au bas de votre écran. Donc, on a déjà une très bonne question, une première question, Madame Charret. Je vous la lis. Alors, quel peut être l'impact du changement sur la qualité des relations interpersonnelles? Quelle bonne question. Oui, c'est une bonne question en effet, parce que si le changement est très exigeant et que ça entraîne de l'anxiété. En général, quand on est anxieux, on est moins gentil. C'est vrai partout et c'est vrai en milieu de travail aussi. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des relations interpersonnelles plus tendues. Un autre impact, c'est que comme on le mentionnait tout à l'heure, les changements de rôle peuvent exiger non seulement une adaptation au changement technique lui-même, mais une adaptation aux nouvelles réalités interpersonnelles. Et il y a des situations qui viennent chercher le meilleur de nous-mêmes, puis il y a des situations qui viennent chercher le pire de nous-mêmes. Et c'est vrai pour nous, puis c'est vrai pour notre monde, c'est vrai pour notre personnel. Donc, il faut, dans les relations interpersonnelles, c'est un élément essentiel pour que le système s'implante bien, pour que le projet réussisse. Il faut une bonne qualité de relation interpersonnelle. Il faut être vigilant pour ce qui est des conditions. Maintenant, lorsque les relations interpersonnelles se détériorent, et là, il y aurait tout un webinaire à faire là-dessus, mais au moins, spécifions ici qu'il faut regarder quels sont les éléments extérieurs qui ont pu amener ça. Et peut-être qu'il y a des irritants qu'on peut enlever facilement, ce qui va ramener un climat plus positif. Mais parfois, on va devoir intervenir et là, je recommande fortement de spécifier le comportement qu'on souhaite qu'il change et non pas en faire un cas de personnalité. Donc, s'il y a un conflit entre deux personnes, les personnes au travail ne sont pas obligées de s'aimer, sont juste obligées d'être capables de travailler ensemble.
et qu'est-ce que l'une peut changer pour que l'autre puisse travailler avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, nous avons reçu une autre belle question. Merci tout d'abord pour votre réponse, Madame Charret. Alors, la question va comme suit. Est-ce que les freins au changement sont reliés à une tranche d'âge, à un niveau hiérarchique, à l'anxiété? Y a-t-il des types de personnes qui sont plus sujets à être résistantes au changement? Ben, on sait généralement, en tout cas, on pense que c'est lié à des tranches d'âge parce que la nouveauté est plus, est, est plus facile pour les groupes d'âge plus jeunes et l'adaptation est plus difficile pour les gens plus âgés. Maintenant, si on voulait, lorsqu'on implante ça, il faudrait être capable de tenir compte de ça. C'est-à-dire, on ne va pas exiger la même, quelqu'un qui est à une année de sa retraite, on ne va pas y exiger la même adaptation qu'une personne qui travaille chez nous depuis un an. Donc, il va falloir, si on tient compte de ces différences-là, ça devrait nous aider. Mais effectivement, il y a non seulement des différences en termes de groupe d'âge, puis il faut faire attention. On peut toujours avoir des préjugés là aussi. Hein. On peut penser que telle personne, parce qu'elle a tel âge, elle ne voudra pas, mais peut-être que cette personne-là, justement, elle a envie de relever un défi avant de terminer sa carrière, ou elle est à une étape où elle a un goût de changement. Et peut-être qu'on a affaire aussi à quelqu'un qui est plus jeune, mais qui a tellement d'autres responsabilités dans sa vie qui ne veut pas, en ce moment, s'ajouter le stress d'un changement. Donc, la clé, c'est toujours d'essayer de voir, d'essayer de connaître les personnes pour pouvoir identifier qu'est-ce qu'on peut faire pour aider telle personne, pour expliquer, pour donner un sens à la personne de ce que ce sera pour elle, ce changement-là, et ça, quel que soit leur groupe d'âge. Est-ce qu'il y a des personnalités plus résistantes au changement que d'autres? Oui, c'est clair. Vous avez sûrement vu ça dans votre vie personnelle même. Il y a des gens qui ne changent pas de trajet pour aller quelque part. Ils vont toujours par le même trajet. Il y a des gens qui vont en vacances et pour qui la planification des vacances est faite de façon très précise avant de partir. Puis il y en a d'autres qui voyagent en disant, bon, on verra, puis je découvrirai. Donc, on est différents les uns des autres par rapport à ça. Et il ne faut jamais classer les gens et dire, ben, elle ne s'adapte pas, elle ne s'adaptera pas. Elle va avoir besoin d'aide supplémentaire peut-être pour s'adapter. Puis, il y a aussi le fait que il faut, pour qu'on le répète, là, pour chaque personne, lui donner une occasion de succès. Donc, s'il y a une occasion de succès, à peu près tout le monde va être attiré par ça. Et peut-être on va devoir tenir compte aussi du rythme de changement qui n'est pas le même pour tout le monde. Mais quand si on inscrit un changement, puis qu'on veut vraiment le faire, il faut quand même pas dire, ben on verra, si vous voulez le faire, on le fera. Là. Non, non, on n'est pas là-dedans. On le fait, ça c'est notre objectif, on s'en va dans cette direction-là. Maintenant, mon rôle comme gestionnaire, c'est de vous donner les moyens pour y arriver et je vais tenir compte, dans la mesure du possible, des différences individuelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Charret, pour votre bonne réponse, encore une fois. Alors, oui, on a d'autres questions pour vous. La prochaine question est la suivante. Disons, moi, je me mets dans la peau d'un gestionnaire ou d'un manager. Lorsque moi-même, j'ai des réserves au changement, que dois-je faire pour l'imposer à mon personnel? Ben, ça commence au départ quand la haute direction vous explique qu'il va y avoir tel changement. Il faut deux choses. Premièrement, vous n'êtes pas d'accord avec tout ce changement-là, mais il faut trouver à l'intérieur de ça, il doit bien y avoir une chose avec laquelle vous êtes d'accord. Bon, il faut trouver une chose avec laquelle vous êtes d'accord, sur laquelle vous allez prendre appui pour pouvoir transmettre le changement. L'autre chose, c'est qu'on peut dire à nos dirigeants, écoutez, à la lumière de ce que vous me donnez là, je n'ai pas ce qu'il faut pour convaincre mon monde d'embarquer.
aidez-moi à convaincre mon monde d'embarquer. Donnez-moi des attraits pour. Et donc, ça se fait pas au moment où on rencontre notre personnel, ça se fait d'abord et avant tout au moment où on rencontre la direction. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ressources humaines qui sont impliquées tard dans le processus. Et c'est peut-être une culture que je vous invite à essayer de changer le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'au moment où on choisit d'acheter un nouveau système, d'implanter un nouveau système, que les gens de ressources humaines qui possèdent les compétences sur l'impact que ça aura, soit autour de la table au moment des décisions. Et si vous avez été autour de la table au moment de la décision, ça fera de vous un agent de changement beaucoup plus positif et ça vous aidera aussi à l'implanter parce que vous pourrez donner un sens à ça. Vous aurez été là quand on a non seulement pris la décision, mais quand on a discuté de pourquoi on le faisait. Et tout ce qui a du sens est plus facile à transmettre. Merci beaucoup, Madame Charret. On a le temps pour une autre question qui est très intéressante. Premièrement, le participant vous remercie pour votre présentation et aimerait savoir comment aider les hautes directions à vivre et à s'impliquer dans le changement au lieu de vouloir changer les employés. Donc, vraiment la question d'implication de la direction. Ben, j'imagine que il faut prendre le temps de leur expliquer qu'ils sont importants pour le personnel, que ça fait partie des moyens que vous avez de faire fonctionner rapidement l'implantation, de motiver votre monde. Ça fait partie de ça pour eux d'être capables de leur dire que vous-même, vous êtes impliqués là-dedans, mais non seulement que vous l'êtes, mais qu'ils le sachent et que ça paraisse. Donc, je vous dirais simplement, la direction doit comprendre qu'elle est importante pour les autres. Et en général, les êtres humains aiment ça, être important pour les autres, mais des fois, il faut leur rappeler. Et j'ai vu ça même parfois, j'ai même vu des gestionnaires qui disaient qu'ils n'avaient pas le temps de gérer parce qu'il y avait trop d'ouvrages. Bon, mais justement, la dimension humaine de ça, la capacité de créer un espace de communication fluide, la capacité de motiver le monde, les vrais leaders sont présents parce que ils savent que c'est pas une perte de temps, que leur seule présence, que leurs seules actions dans la même direction que là où ils veulent entraîner les gens, c'est efficace. Merci beaucoup, Madame Charret. Donc, c'est ce qui conclut notre période de questions pour aujourd'hui. Alors, maintenant, j'aimerais vous inviter à compléter le sondage de satisfaction qui va vous être envoyé dans les 24 prochaines heures. Les informations sont très précieuses pour nous, donc on vous prierait, s'il vous plaît, de prendre quelques minutes pour le remplir. Maintenant, au sujet des prochains rendez-vous Global Watch de 2019, nous aurons une visioconférence Paris, Montréal et Québec le 17 septembre prochain qui est offerte aux employeurs adhérents de Global Watch au sujet des indicateurs de mesure en santé et qualité de vie au travail. Nous aurons également les rendez-vous Global Watch le 30 septembre et le 1er octobre prochain à Montréal, qui seront présentés cette année pour une première fois dans le cadre de la Semaine internationale francophone pour la santé et la qualité de vie au travail. Le 1er octobre, nous aborderons plus en détail le concept de responsabilité partagée et Mme Charret sera également présente avec nous dans le cadre de ce rendez-vous. Les rendez-vous Global Watch et la Semaine internationale francophone sont ouvertes aux employeurs adhérents ainsi qu'aux participants de la Semaine internationale et également à une participation générale payante. Finalement, nous aurons une matinale Global Watch à Paris le 21 novembre prochain. Nous ajouterons également des webinaires pour 2019. Veuillez consulter la section événements à venir sur le site de globalwatch.com pour avoir plus d'informations. Si vous souhaitez maintenant avoir plus d'informations sur l'offre de Global Watch, contactez-nous au info@globalwatch.com. Donc, au nom de toute l'équipe de Global Watch, j'aimerais vous remercier pour votre présence à ce webinaire d'aujourd'hui et en espérant que nous vous reverrons lors de notre prochain événement. Merci beaucoup.